pour ces images tournées chez les Francadulu. On y reviendra, on aura un deuxième reportage, vous le verrez tout à l'heure. Toujours sur une thématique très proche. Il nous reste à remercier Valérie Ducret. Merci pour votre intervention, docteur. Et merci d'avoir apporté ce que vous avez énoncé tout à l'heure. Va prendre à votre place Nora Issad pour réagir au film qu'on vient de voir. On est en direct, hein, 13h54, on fait les choses vraiment en live, comme on dit. Nora Issad, je vous laisse vous installer, vous avez votre micro, vous êtes élue représentante d'ailleurs du personnel et donc des salariés des Francadulu. L'entreprise d'Olivier Brasseur-Legris pour celles et ceux qui nous rejoindraient. Nora Issad, quand vous voyez ces images, quelle est votre réaction? Et ensuite, on parlera de l'organisation interne et du groupe de travail sur le terrain. Comment tout cela, vous le percevez, vous le vivez? Eh bien, tout d'abord, bonjour. Donc, comment je perçois? Pour la rédaction du DURP, il est primordial d'associer les délégués du personnel. Nous sommes, je dirais, à même d'être directement sur le terrain, de par nos différents métiers, de la représentation qu'on peut avoir. Tout simplement parce qu'on connaît très bien les unités de travail que nous allons, je dirais, visiter pour nos salariés, et un maintien du lien social avec nos salariés, une relation de confiance qui a été instaurée. Donc c'est vraiment une visite pour les aider, pour les sécuriser, et non pas une visite de contrôle qui peut se faire par la hiérarchie. Et d'autant plus que c'est un document à destination des salariés et pas uniquement pour les services RH. Et comment ça se passe concrètement? Comment vous mettez tout cela en œuvre? Comment, avec le dirigeant Olivier qui est à côté, comment vous le vivez en tant que représentant du personnel? Très bien, parce qu'il y a eu un travail qui a été mis en place avec AST25 sur la démarche qu'on devait suivre, sur les outils qu'ils ont adaptés à notre fonctionnement. Il y a eu tout un travail avec un comité de pilotage qui s'est mis en place, avec la hiérarchie, avec AST25, avec nous, représentants du personnel. Et rien de mieux que d'aller sur le terrain et de se rendre compte de la réalité. Merci Nora pour cet éclairage. Olivier, vous souhaitez aller 10 secondes pour compléter éventuellement ce que vient de nous dire Nora Issad. Vous partagez cette vision en entreprise, la manière dont vous menez les choses? Vous le voyez, il y a un effet miroir qui est important. C'est qu'au lieu d'avoir une consultation du personnel à la fin du processus d'actualisation du document, et donc comme une chambre d'enregistrement, on le pense en amont. En amont avec une formation, une sensibilisation, une action terrain et aussi un top management qui va sur le terrain aussi en dernier temps. Et cette boucle-là, c'est une boucle itérative qui permet de faire fonctionner la chose au quotidien. Et pas d'être uniquement dans une approbation à la fin en disant CSE, bon, vous êtes d'accord? Non, et on est dans une co-construction. Mais Et ça, c'est extrêmement important pour les chefs d'entreprise qui sont là. Moi, je suis dirigeant d'un groupe associatif, donc la responsabilité est déjà collégiale. Mais dans un chef d'entreprise, quand vous êtes patron, quand c'est votre boîte, vous avez toute la responsabilité qui se porte sur vos épaules. Lorsque vous faites participer le CSE, c'est une co-construction et un partage. Alors, la responsabilité reste celle du dirigeant, mais un partage au moins de cette charge mentale-là. Et la charge mentale, je peux vous dire que dans les contextes qu'on a connus avec le Covid, ce n'est pas rien. Bien, eh bien c'était pas rien non plus de parler de cette mise en œuvre, mais on s'en est plutôt bien sorti. Vous en êtes bien sorti. Alors ce que je retiens finalement de cette deuxième partie, le SPST peut aider dans la démarche, avec les outils notamment de la ST, 25 en l'occurrence pour l'illustration du jour. Les missions des SPST se renforcent. On a vu les 4 évolutions dans le DURP avec Marina Séché, et puis la place primordiale évidemment des représentants et des élus du personnel. Troisième étape qu'on va évoquer à travers ce rendez-vous, eh bien la mise en œuvre de manière pérenne. C'est ce que je vous propose de regarder maintenant. On reste avec vous, Olivier Brasseur-Legris. Plan d'action suite à cette évaluation des risques professionnels, les ajustements éventuels, le suivi en CSE, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite? Si vous le faites en chambre, ça va être très compliqué de le faire vivre, ce document. Si vous avez une approche qui est in vivo, avec des salariés qu'on construit un langage commun, ce n'est plus uniquement le dirigeant qui le porte, c'est les cadres intermédiaires, les managers, les salariés eux-mêmes qui se sentent associés. On a des priorités à définir. Ça permet directement de faire le lien entre le plan de formation, le plan d'investissement et un élément extrêmement important, l'attraction des talents et des métiers. On a des problèmes d'attractivité dans la région, en Bourgogne-Franche-Comté. Tous les secteurs sont impactés par leurs difficultés de recrutement. Si on veut garder nos salariés ou si on veut attirer nos salariés, c'est par les conditions de travail que ça se passera.
Et c'est vrai que dans les démarches de l'économie sociale et solidaire, la question de la qualité de vie au travail passe par un outil qui est un outil non pas bureaucratique, mais du coup un outil de terrain, un outil des salariés, qui est le DUERP. Félicine Nora Issad, oui, sur la suite justement, sur le suivi. Et ben, sur le suivi, c'est vraiment un réel outil de travail qui nous permettra d'évoluer, d'avancer et d'aller, je pense, au mieux pour tous les salariés et l'ensemble de l'association. Étienne Bichon, je reviens vers vous pour la ST25. Sur le plan d'action, peut-être évoquer la formalisation de ce plan d'action. Oui, donc généralement pour le plan d'action, on repart du document unique, donc de l'évaluation du risque, qui va nous faire apparaître des risques plus ou moins importants. Nous, on a un système de cotation avec un code couleur de vert à rouge. Et c'est vrai que prioritairement, on va s'intéresser aux risques les plus importants. Et de là, on va essayer d'imaginer des moyens de prévention. Donc soit grâce aux échanges qu'on a pu avoir sur le terrain et des choses qu'on a pu noter sur les grilles de repérage. Au niveau des franquins, on avait fonctionné comme cela. Aussi, on peut avoir des choses qui existaient déjà au niveau de l'organisation, au niveau de certains sites qu'on va pouvoir transposer à d'autres et qui vont pouvoir s'adapter, voire avec quelques modifications, on pourra avoir des choses satisfaisantes. Et puis dans le dernier cas, les situations les plus complexes, c'est vrai qu'on a d'autres ressources au sein même du service de santé au travail. Donc, je pense aux ergonomes, aux psychologues du travail, aux assistantes techniques. On a aussi tout ce qui est contrôle mesure d'exposition aux ambiances physiques, aussi tout ce qui est prévention du risque chimique. Donc, on peut faire appel à ces compétences-là de façon ponctuelle pour venir vraiment analyser plus finement et avoir des conseils encore plus précis. Et ça, dans l'objectif d'avoir des cahiers des charges, d'élaborer des cahiers des charges pour ensuite envisager de faire appel à des prestataires externes. Donc voilà, là, on insistera beaucoup sur les temps d'essai aussi, bien partager les démarches avec les personnes pour essayer du matériel avant de l'acheter en définitif. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir avant d'agir. Donc vous avez une expertise générique, mais aussi une expertise vraiment pointue sur des risques très spécifiques, du coup. C'est ça, effectivement. On part du cas général sur les risques et en fonction de si vraiment il y a des besoins précis, on va faire appel à d'autres compétences. Donc ça peut repasser par le médecin du travail qui va être vigilant sur ces points-là, ou alors de façon... voilà, on peut s'articuler assez facilement avec les collègues. Oui. Merci. Marina Séché, est-ce qu'il existe d'autres outils accessibles peut-être aux entreprises de taille plus modeste? Je pense notamment à toutes les TPE, parce que pour les moins de salariés, il y a encore des idées reçues sur le fait qu'il y a moins d'actions à mener sur le sujet. C'est faux, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui peut être fait vis-à-vis des TPE notamment? Oui, alors tout à fait. Il y a une collection qui existe qui s'appelle OIRA. Elle est accessible sur le site de l'INRS. Donc c'est une collection qui a été produite par l'assurance maladie risque professionnel, mais aussi également avec les branches professionnelles, puisqu'en fait c'est une collection qui se décline par métier. Donc il y a 37 aujourd'hui secteurs d'activité ou métiers qui sont présents. Donc, vous avez l'accueil aux jeunes enfants par exemple, si on parle un peu du secteur qui est le vôtre. Mais également, on a un OIRA générique, ce qui fait que pour les petites entreprises, vous pouvez vous appuyer sur ce document-là. C'est gratuit, c'est en ligne. Et puis je crois qu'il y a des outils très très spécifiques, notamment pour le risque chimique par exemple. Oui, effectivement, le risque chimique, on en a un petit peu parlé. On a un outil sur l'INRS, sur le site de l'INRS toujours, qui s'appelle CRICH, qui est un outil d'évaluation du risque chimique qui est en plusieurs niveaux d'accessibilité en fonction de votre taille d'entreprise et puis des compétences que vous avez dans l'entreprise effectivement sur le risque chimique. Et cet outil, pareil, vous permet de faire une évaluation et de réaliser un plan d'action. Merci pour tous ces éclairages sur le document unique et puis là, en l'occurrence, sur les plans d'action. Marina, on avait évoqué tout à l'heure quatre évolutions. Je crois qu'il en restait une cinquième à dérouler. Tout à fait, mais ça concerne effectivement les mises à jour du document unique, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un document vivant. Les mises à jour. Alors en fait, la mise à jour est obligatoire normalement de façon annuelle pour toutes les entreprises. La loi du 2 août introduit, on va dire, une souplesse pour les entreprises de moins de 11 salariés. Donc ces entreprises-là sont dispensées de cette mise à jour annuelle. En revanche, et là je m'adresse à toutes les entreprises dans deux situations particulières doivent remettre à jour leur document unique. C'est dans la situation où il y a
un événement qui est porté à la connaissance de l'employeur et qui concerne l'évaluation du risque. Dans ce cas-là, on doit ajouter cet élément-là au document unique. Et puis quand on a un projet qui modifie les conditions de travail, on parlait de changement tout à l'heure, il y a des changements dans l'entreprise et quand un projet va impacter la santé et sécurité des salariés, on va remettre à jour le document unique. Actualisation du document unique. Et là, je me retourne vers Olivier Brasseur-Legris. Quand on est dirigeant, comment on fait pour mettre à jour ce document unique et surtout pour rester en permanence dans l'actualité à jour? Oui, surtout que qui dit mise à jour dit forcément de comparer les visions. Les visions entre celui qui a vécu le risque ou qui peut le vivre, la vision de celui qui l'assume, à savoir le dirigeant, et celui qui emporte souvent les difficultés, à savoir le manager. Et le fait de confronter les visions dans une démarche itérative vous permet de le faire vivre. C'est plus un temps donné, une périodicité donnée où on se fait la contrainte du devoir. C'est quand je développe une activité, quand je pense une action nouvelle ou quand je développe un produit, je me positionne en termes d'évaluation des risques. Et là, ça me permet aussi, il y a un élément extrêmement important économique qui permet d'évaluer aussi les coûts. Parce que l'évaluation des coûts, ce n'est pas le prix que ça vous coûte, c'est potentiellement ce que ça peut vous coûter après, pendant 40 ans, et aussi ce que ça peut vous rapporter. Parce qu'évidemment, si vous innovez sur une action très très concrète, et si vous l'intégrez grâce à une évaluation des risques précise, vous avez des économies à la clé. Gage de performance éventuellement? Levier d'innovation et gage de performance collaborative. Parce que derrière ça, c'est pas qu'une question de bien-être pour faire du happiness du management. C'est une question de bien-être pour diminuer les risques du travail, les risques d'arrêt, et comme je dis toujours, le transfert de savoir. Il y a un élément qui a été évoqué par Nora tout à l'heure, ce transfert de savoir et ce lien social. On a beaucoup d'entreprises, la nôtre y compris, qui ont perdu des savoir-faire parce que les personnes sont parties à la retraite, parce que les personnes sont parties de l'entreprise. Cette perte de savoir, c'est ce qui explique beaucoup de baisse de performance des entreprises. On est un groupe qui a 60 ans aujourd'hui. Si vous voulez maintenir 60 ans plus tard, enfin, si on veut penser les 60 ans à venir, on a intérêt à utiliser les 15 ou 20 dernières années pour ne pas reproduire les erreurs. Si vous n'avez pas de formalisation, et cette formalisation n'est pas écrite par ceux qui font, vous avez forcément ce risque énorme qui est la perte de savoir. Merci Olivier Brasseur-Legris. Quels sont les apports de cette démarche? Eh bien, je vous propose d'aller à nouveau du côté des Francas du Doubs pour l'illustrer en images avec un sujet autour de la restauration. Regardez. Bonjour à tous, Stéphanie Rodriguez, secrétaire du CSE des Francas du Doubs. Donc nous, par rapport à nos visites, ce qui nous a semblé hyper intéressant, c'est déjà le premier contact qu'on a pu avoir donc avec les équipes de salariés pour avoir leur ressenti, savoir comment ils se sentaient dans leur structure, quels étaient pour eux les problèmes rencontrés, ne serait-ce par exemple une petite marche qui pose souci, où on risque la chute, comment on peut l'identifier, ne serait-ce que l'aménagement aussi. C'est hyper important donc par rapport à l'acoustique, par rapport à la qualité de travail. Donc ces visites nous ont semblé très 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 intéressantes, étant donné qu'en plus on est des gens de terrain, on sait ce que le public attend. L'avis des personnes qui travaillent tous les jours. On attend justement du document unique du personnel, c'est qu'on puisse avoir par rapport au constat, par rapport à ce qui est relevé, c'est qu'on ait une réelle qualité de travail autour de ce document, que ce soit pas juste un document statistique, que justement il puisse nous servir d'outil pour apporter le matériel nécessaire, les formations nécessaires